troisième type, les grands entretiens d'Ouzbek Erika. Bienvenue à toutes et à tous dans Rencontre du troisième type RTT, comme on l'appelle entre nous, l'émission qui permet de mieux appréhender le futur en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui dans le présent. Aujourd'hui, derrière le micro, vous ne retrouvez pas notre journaliste Guillaume Ledy, qui est pour le moment sous le coup d'une mise à pied à titre conservatoire dans le cadre de l'affaire dite de la Ligue du LOL. Derrière le micro, c'est Blaise Mao. Bonjour à toutes et à tous, le rédac-chef d'Ouzbek Erika qui vous parle pour un podcast qui s'annonce très politique. Politique car ce matin, j'ai la chance et le plaisir d'avoir en face de moi un être qui m'est cher et qui vient de publier un livre important au titre pour le moins solennel « La gauche est immortelle ». Un petit traité d'optimisme politique écrit, je cite son auteur, pour redonner de l'espoir à ceux qui pensent que le retour annoncé des pires régimes n'a rien d'inéluctable et qu'on peut lui opposer des démocraties à nouveau radicales. Un livre qui renvoie dos à dos progressisme et populisme et qui propose une troisième voie, mais alors pas une troisième voie au sens centriste ou blairiste du terme, pas du tout. Un livre qui nous dit que la gauche, si elle veut vraiment ramener dans son giron des milliers et des millions de citoyens sceptiques et désespérés, doit s'éloigner au plus vite de l'obsession élyséenne et militer par l'action. Chers auditeurs, soyons d'entrée de jeu honnêtes, soyons transparents. L'auteur de ce livre est un membre important de la famille Ouzbek Erika, capable d'explorer le futur de sa plume acérée ou bien de convaincre les foules à coups d'arguments chocs et d'une mauvaise foi certaine dans le cadre des tribunaux pour les générations futures. Cet homme est aussi professeur de rhétorique politique à Sciences Po, il coordonne le master de communication politique et publique à l'European Communication School. Il a déjà à son actif une petite dizaine d'essais, sur des sujets comme les idées fausses véhiculées par l'extrême droite, la discrimination ou encore l'insertion sociale, ce qui en dit long sur son pédigré de gauche. Cet homme, c'est Vincent Hédin. Bonjour Vincent. Salut Blaise. À mes côtés pour interroger Vincent, un autre homme de gauche, si tant est que cette formule est encore un sens, on va en reparler. Thierry Keller, directeur des rédactions d'Ouzbek Erika. Salut Thierry. Salut Blaise. Et je crois que je vais te laisser la main pour lancer le débat. Ouais, on répondra sur le fait que je suis de gauche encore ou pas, même si... Bon, on va s'en rendre compte, je pense. On a 3 bons quarts d'heure pour en parler et s'en rendre compte. Ouais, ma première question, Vincent, concerne évidemment le titre. La gauche est immortelle. Pourquoi nous, ça nous a intéressé de t'avoir avec nous aujourd'hui? C'est parce que ça fait évidemment penser au fantasme transhumaniste. On pense à Ray Kurzweil, on pense au professeur Radman qui a inventé une bactérie ou qui a mis à jour une bactérie de l'immortalité. Existe-t-il une bactérie de l'immortalité pour la gauche ? Je crois qu'elle n'en a pas besoin. Je tiens à préciser, suite à la très gentille introduction qu'a fait Blaise, que ma mauvaise foi proverbiale n'est que dans les tribunaux pour les générations futures, mais que dans ce livre, en tout cas, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Je pense qu'on y reviendra. J'ai également lutté contre ma formation personnelle et ma famille politique historique. Pour te répondre directement, donc je ne suis pas le Ray Kurzweil de la gauche. C'est plutôt une réponse, en réalité, à un bouquin qui a fait grand bruit de Francis Fukuyama, qui s'appelle « La fin de l'histoire », où en gros, on dit que ce clivage est un peu suranné et qu'avec la chute du mur de Berlin, on allait aller vers une démocratie libérale de marché qui serait ni de droite ni de gauche, dont l'histoire a prouvé qu'en fait, elle penchait plutôt à droite. Et aujourd'hui, moi, mon impression, c'est qu'on sent monter un peu partout dans le monde, même si mon livre s'attache plutôt au cas de la France, une résurgence de la question sociale et donc des impératifs de gauche qui, eux, sont immortels, contrairement aux appareils politiques qui la défendent. Et ça, j'imagine qu'on va y revenir. Il y a une définition de la gauche qui est assez célèbre, que tu cites à la fin du livre, qui est celle de Gilles Deleuze, qui donne dans son abécédaire, d'ailleurs j'invite tous nos auditeurs, nos auditrices à regarder cet abécédaire, c'est remarquable, où Gilles Deleuze prend mot après mot, un mot, une définition, et sur la gauche il dit ceci, il dit « Être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Être de droite, c'est l'inverse. » Est-ce que cette définition-là, j'imagine que tu la partages, puisque tu la mets en exergue à la fin de ton livre, est-ce qu'elle est toujours si valable que ça? Quelle définition tu donnes, toi, de la gauche? Le progrès pour tous. La gauche, c'est le camp qui cherche à émanciper et améliorer les conditions de vie des générations futures pour tous et non pas par catégorie. La définition de Deleuze, moi, elle me plaît beaucoup. Après, il faut être honnête, elle est dans un temps de médias en continu qui aiment les anecdotes et les faits divers, elle est littéralement indéfendable. C'est-à-dire que quand, en gros, vous dites
au fond, ce qui compte, c'est d'abord les grandes causes, la pauvreté au Bangladesh, les immeubles qui s'effondrent, les catastrophes climatiques. On va vous renvoyer au SDF en bas de votre rue. Et en termes rhétoriques, puisque tu as dit que c'était un de mes trucs, c'est extrêmement dur à contrer. Je pense qu'elle reste valable. Moi, je veux dire, ça reste mon mantra. C'est juste que dans le débat public, c'est très compliqué. C'est un idéal. Ouais, c'est un idéal, mais il faut bien voir que l'individualisation des cas fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de développer une pensée de gauche universaliste quand on vous renvoie à du particulier. J'imagine que Thierry voudra m'envoyer sur une actualité ardente en France. On en parle aussi beaucoup. On dit, donc c'est un peu le même débat que la fin du monde versus la fin du mois. C'est qu'on vous dit, bon, votre idéal est très sympathique, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour moi? Est-ce que vous continuez à ouvrir ma maternité? Est-ce que vous ouvrez une usine dans mon secteur? Est-ce que à Montluçon, que la puissance publique a abandonné, vous allez recréer des choses pour moi? Et de ce point de vue-là, c'est dur à défendre. Malgré tout, je pense que ça reste indépassable. Ouais. On va parler des Gilets jaunes, évidemment. On va parler de l'individu face au collectif, mais je crois que Thierry voulait réagir. C'est intéressant, une contradiction apparente sur la question justement du progrès, le progrès pour tous, et en même temps, le livre, le fil rouge de ton essai, c'est quand même la critique du progressisme. Il y a aussi évidemment la critique du populisme, on va y revenir, mais critique du progressisme, comme si finalement le progressisme avait été phagocyté par des gens qui n'étaient pas progressistes. Est-ce que tu confirmes ça ? Non, parce que je sais qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui vont sortir sur la question, notamment le conseiller spécial de l'Élysée qui démissionne pour faire un livre sur le progressisme et le défendre. Ismaël Émélien, pardon, il ne faut pas mettre de sous-titres. Non, l'idée, c'est que le progressisme, et maintenant on commence à avoir un peu de recul sur cette doctrine, Blaise parle en introduction de troisième voie, donc le progressisme, les progressistes, ils ont été au pouvoir dans beaucoup de pays depuis une vingtaine d'années. C'était Schröder en Allemagne, c'était Blair au Royaume-Uni, c'était Zapatero, Prodi, puis Renzi, Macron, Trudeau, Obama. Et en fait, c'est le progrès pour quelques-uns. C'est-à-dire que moi, je te dis encore une fois, la gauche, c'est le progrès pour tous. Le progressisme, c'est le progrès pour quelques-uns. Et donc, disons que le trait commun du progressisme, c'est qu'à chaque fois, ce sont des réformes qui ont visé des populations bien spécifiques. Et il n'y a plus jamais eu de projet d'ampleur du New Deal qui emporte absolument tout le monde. Donc les réformes les plus célèbres dont on parle aujourd'hui et qui seraient ce que Macron défend comme progressisme, c'est les droits des LGBT, des minorités, la PMA pour toutes, etc., qui sont une avancée importante, certes, mais il n'y a plus jamais la dimension universelle. Or, la gauche, c'est l'universalisme. Et on peut marcher sur les deux jambes. Parce que l'idée, c'est... mais alors, du coup, si vous dites ça, est-ce que ça veut dire que vous défendez un peuple aveugle et que vous ne serez pas favorable au mariage pour tous, etc., etc. Si, mais moi, la différence, c'est que, par exemple, quand il y a eu les débats sur le mariage pour tous, vous aviez deux camps. Il y en avait qui disaient c'est une avancée importante pour ces minorités. Et après, il y a ceux qui disaient l'égalité, le droit qu'a tout le monde de se marier ou de ne pas se marier, etc., etc. Moi, je fais partie de ce deuxième camp. C'est ton en même temps à toi. C'est mon en même temps à moi. C'est intéressant. Donc là, on parle de Renzi, on a parlé de Macron, de ces jeunes qui se retrouvent au pouvoir et qui sont des sociolibéraux, on va dire. C'est un terme que tu utilises dans ton livre. Tu t'attardes plutôt que sur Macron ou Renzi, sur la figure de Leo Varadkar, qui est donc le Premier ministre irlandais, et qui montre, selon toi, je te cite, la dégradation de l'idéal du progrès social. C'est-à-dire, pourquoi lui ? Parce que lui, au fond, avant les progressismes, ils avançaient un peu, un peu honteux sur leur libéralisme économique. Donc, en général, ils étaient plutôt issus de la gauche, Renzi, Blair, Schröder ou Macron. C'est-à-dire que Macron mène une politique qui est aujourd'hui plutôt unanimement reconnue comme de droite, mais il a été conseiller spécial de Hollande à l'Élysée et était issu du camp de la gauche. Varadkar, il est extrêmement intéressant parce qu'il est métis, il est gay. D'origine indienne. D'origine indienne. Il s'affirme comme gay, et donc il veut s'opposer à des formes de conservatisme très puissantes en Irlande, à savoir notamment le lobby de l'Église et les droits des LGBT, ou encore la lutte pour la reconnaissance de l'avortement. En revanche, d'un point de vue économique, il fait ce que les autres n'avaient pas osé faire. Lui, il fait son coming out économique, si j'ose dire, après avoir fait l'autre. Il dit qu'il est thatchérien. Il dit notre pays doit beaucoup à Margaret Thatcher, etc., qui a un procès qui est toujours fait aux progressistes et dont ils se défendent tous. Mais c'est vrai que le baiser de la mort, par exemple, à Tony Blair, c'est Margaret Thatcher qui lui avait adressé dans un entretien, le nom du journal m'échappe, mais il est en référence dans mon livre, où elle dit « Ma plus belle victoire, c'est Tony Blair ». C'est-à-dire, au fond, la preuve que mon camp a gagné, c'est que la gauche est de droite. Donc j'ai même plus besoin de faire le boulot, quoi. L'adoubement ultime. L'adoubement ultime, exactement. Il y a un point très intéressant dans le livre, c'est cette... façon que tu as d'affirmer, en tout cas de soutenir que les Français
seraient en fait tous de gauche, ou en tout cas sans même forcément en avoir conscience, sans même forcément le savoir. Je cite 2 phrases tirées de ton livre à 2 moments différents, qui sont à la fois complémentaires et contradictoires, et je voudrais qu'on y revienne. À défaut d'en reconnaître la présence, les Français savent très bien dire quand la gauche est absente. On comprend bien l'idée. Et plus loin, la gauche a déjà gagné tant ces victoires du passé sont ancrées dans notre identité française. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire avec ces phrases-là? Qu'on serait en fait tous de gauche de manière inconsciente en France? Disons que là, ce serait un petit peu extrapolé ce que j'ai voulu dire, mais en tout cas, une large majorité, oui. Une large majorité, parce qu'en fait, on est une large majorité sur les enjeux véritablement fondamentaux à se reconnaître intuitivement dans l'ADN de la gauche. Le progrès pour tous, la gratuité pour tous. La gratuité de l'éducation, la gratuité des soins, la gratuité de l'enseignement supérieur, qui sont des batailles où on nous regarde dans le monde entier comme une espèce d'exception. Mais au fond, y compris un grand nombre d'élus dits de droite se battraient pour des avancées de gauche. Je développe longuement dans ce livre une question que je connais mieux, qui est celle de l'intermittence. Aujourd'hui, tous les élus dits de droite, ils savent très bien que les festivals locaux qui font vivre leur municipalité pendant l'été, c'est lié grâce à une avancée qui est critiquée par la majorité des pays dans le monde, à savoir le régime de l'intermittence. Ils savent très bien que c'est le prix du livre unique qui leur permet de garder une librairie sur leur territoire, alors que la Commission européenne de Bruxelles voudrait dénoncer ce prix du livre unique, parce que c'est une entrave au marché libre et permettrait de bloquer Amazon. Donc en fait, sur des grands réflexes, au fond, oui, on a une majorité de gauche. Et d'ailleurs, dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que deuxième teasing, je sais qu'on va y revenir, les premières revendications, c'est plus de services publics de proximité, le fait d'avoir des maternités gratuites, le fait que les infirmières soient mieux payées. Et ça, a priori, ça n'arrive pas dans un mouvement de jacquerie fiscale classique. Pour revenir un petit peu à la big picture de ton livre, Vincent. T'es sérieux là sur big picture? Ouais, je suis hyper sérieux. T'as remarqué qu'on est hyper sérieux depuis tout à l'heure. Bien donc, sûr. Restons sur ce registre. Tout à fait. La vue panoramique. Soyons panoptiques. Bon, la gauche, en gros, invention du XVIIIe siècle, manifestation concrète avec 1789, puis une deuxième grande vague de gauche avec la révolution industrielle. Et là, la question ouvrière, la question de la redistribution des richesses et du capital dans cette espèce de gauche, disons, issue des Lumières. Et puis aujourd'hui, les partis politiques de gauche, le Parti socialiste et la social-démocratie sont quand même, en tout cas d'un point de vue électoral, en train de s'effondrer. Est-ce que ce n'est pas justement parce que cette gauche n'est pas immuable et qu'elle est totalement percutée par la nouvelle révolution industrielle qui est celle de l'Internet, dans laquelle ce serait extrêmement difficile de rester sur les marqueurs que toi tu pointes? Et en gros, la question que j'aurais envie de te poser, c'est est-ce que c'est pas un livre profondément nostalgique? C'est une très bonne question, mais je crois pas. Ce qui est intéressant, c'est que tu me parles du deuxième mouvement d'émancipation de la gauche, à savoir le 19e siècle. Au 19e siècle, la gauche, elle se bat avec l'apparition du progressisme historique, donc le progressisme universel qui est le progrès de tous. Et ils se battent contre le capital qui a peur et qui se dit, pour éviter de se faire déposséder, il faut qu'on trouve des manières un peu cajolantes. Le paternalisme, les phalanstères, on va donner des petits logements à nos ouvriers, puis des petites primes, un peu de charité, des hospices privés, et ça passe. Évidemment, après, c'est un immense progrès. D'accord, mais ça reste marginal. Surtout le phalanstère. Et du coup, après, ensuite, la gauche finit par s'émanciper, prendre le dessus et à sortir de cette logique de charité pour aller vers la solidarité. Or, aujourd'hui, notamment avec le numérique, on en est revenu dramatiquement en arrière à une forme de charité. C'est-à-dire qu'en fait, comme on n'arrive pas à faire payer les GAFA, comme on n'arrive pas à faire payer Amazon, quand ils donnent quelques subsides, une petite obole, ils organisent un concours de start-up, ils financent un fonds pour l'innovation, ils disent qu'ils vont sauver la presse, on en est réduit à applaudir. Mais la réalité, si on prend les ordres de grandeur, qui est un des principaux chapitres de mon livre, c'est qu'aujourd'hui, être de gauche, c'est regarder le panoptique et se rendre compte qu'il y a vraiment des milliards qui nous échappent et que cette petite charité donnée par les acteurs du numérique, c'est en contradiction historique avec ce que faisait la gauche. Et donc non, c'est pas nostalgique, c'est plutôt offensif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on continue à créer de la richesse et que l'enjeu numéro 1, c'est évidemment la redistribution. Alors, je parlais pas tant de la manière dont on peut contraindre les GAFA, mais plutôt de la manière dont, précisément, la civilisation numérique atomise les sociétés, brise le concept de classe. D'ailleurs, tu le reconnais toi-même à la fin du livre. Et donc, créer une quasi-impossibilité, je dirais, conceptuelle d'aboutir vers cet universalisme que tu appelles le TVE, Vincent.
tu dis l'individu n'existe pas et en même temps, on est bien dans un moment où l'individu est presque surreprésenté. Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs, si je dois être parfaitement honnête, puisque je m'efforce de l'être, en 2019, c'est aussi pour ça que les gauches sont laminées. C'est parce qu'à court terme, là, on est à la fin d'un cycle qui est un cycle très violent de victoire du camp libéral, d'échappement à la logique de redistribution, et que pour l'instant, à chaque fois que le numérique nous envoie du dumping social, on applaudit parce qu'en fait on est dans une course on essaie de se sauver, quoi. Il y a un truc un peu sauf qui peut. Uber, évidemment, historiquement pour la gauche c'est une dégradation et c'est du dumping social, mais les types qui n'ont pas de boulot, ils disent bah voilà, j'ai un boulot. Airbnb, on peut pas se loger à Paris. Ah bah si j'arrive... C'est pas le meilleur, c'est le moins pire, quoi. Il y a un côté un peu... on se contente. Ouais, mais en fait, on se recroqueville. On voit bien que c'est de pire en pire, parce qu'en fait, ces types-là n'ont pas de limite. Donc, Uber, quand ils se sont créés, ils étaient très malins, et ils faisaient des grosses primes, et je pense que les tout premiers chauffeurs Uber, il y a 6-7 ans, gagnaient correctement leur vie. Aujourd'hui, ça ressemble à de l'esclavagisme. Airbnb, on voit bien qu'eux-mêmes continuent à échapper à l'impôt. En revanche, si vous, étudiants, vous vous faites gauler parce que vous avez sous-loué sans le déclarer à votre propriétaire 3 nuits votre truc, c'est vous qui allez prendre l'amende. Donc il y a une espèce de cercle vicieux. Oui, à court terme, évidemment, la gauche pour l'instant elle a perdu contre le numérique, mais j'ose espérer que ça n'est pas inéluctable. Elle a perdu contre le numérique aussi parce qu'au pouvoir elle a failli. C'est un des points aussi abordés dans ton livre, la gauche au pouvoir, et ça n'a pas marché. Est-ce que tu as des exemples historiques de gauche au pouvoir où ça a été efficace, en France ou ailleurs? Parce que tu écris pureté contre efficacité de la gauche. C'est un débat ancestral partout dans le monde. Mais voilà, ce constat de gauche moribonde, il est d'abord dû à la gauche. C'est elle la première responsable, non? Alors c'est un procès qui lui est beaucoup fait. J'ai pas d'exemple de révolution pure et parfaite qui soit advenue, notamment parce que pour l'instant les expériences révolutionnaires du XXe siècle comptaient pas sur moi pour les défendre à ce micro. C'était pas une question fausse. Non. En revanche, ou réformiste, on cite souvent Blum, mais Blum, 3 ans plus tard, on est en 39. Mitterrand, on parle du tournant de la rigueur au bout de 2 ans à peine. Est-ce qu'il y a une possibilité pour la gauche d'être au pouvoir? C'est plutôt ça la question. Si on habite en Scandinavie. Alors bon, déjà arrêtons de mépriser les Scandinaves et de les renvoyer à des stéréotypes. Ce sont 3 ou 4 pays très importants. Tout dépend si on inclut la Finlande. Non, plus sérieusement, je pense que la droite est faite pour régner et que la gauche, elle vient et elle change le monde. Elle change le monde et elle n'a pas besoin pour ça de rester des années. Le seul contre-exemple, c'est le New Deal. Où Roosevelt a vraiment changé la face des États-Unis en quelques années avec des décisions vraiment révolutionnaires, la séparation des banques de dépôt et de spéculation, le fait d'avoir vraiment relancé des grands travaux qui ont redonné de l'emploi à tout le monde, parce que là on parlait quand même d'un taux de chômage de 30%, il a réussi à le réduire drastiquement tout en replantant 3 milliards d'arbres, donc on peut faire des choses. Mais le Front Populaire, 81, quand ils sont arrivés, ils ont fait des choses qui nous restent. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, si vous faites un total mathématique, la gauche, elle a moins régné que la droite pendant un siècle et demi, mais à ce que je sache, la retraite par répartition existe toujours, la sécurité sociale gratuite aussi, l'école publique aussi, les congés payés aussi, etc. etc. Les grandes conquêtes sociales et même la question de l'IVG qui est passée sous... elle passe jamais sans Giscard, mais grâce au soutien de la gauche. Elle passe jamais sans le soutien de la gauche, bien sûr. Enfin, moi, je pense que toutes les grandes avancées pour tous, elles sont liées à la gauche. Je veux bien qu'on me donne une avancée pour tous qui est liée à la droite, mais je l'attends encore. Mais en fait, ça pose la question de l'incapacité de la gauche à être durablement au pouvoir. Comme tu le dis, c'est un débat ancestral. Mais à un moment donné, il va bien falloir que quand on est de gauche comme toi, ou en tout cas comme tu l'appelles, le TVE, elle puisse ne pas trahir. Et le procès en trahison que tu lui fais, par ailleurs, c'est un débat qui est très récurrent à gauche. En fait, pourquoi ils trahissent d'après toi? Est-ce que c'est par mauvais esprit? Est-ce que c'est par incompétence? Est-ce que c'est parce que les lobbies sont trop forts? Est-ce que c'est parce qu'ils se repaissent du pouvoir? Tu vois, il n'y a pas un péché originel. Ce n'est pas des gens qui sont mauvais. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la gauche échoue et qu'elle obtempère au desiderata de la droite? Alors, le procès, je vais répondre. Le procès en incompétence m'a toujours fait doucement rigoler, parce qu'à chaque fois, évidemment, il y a un procès en amateurisme, du genre, mais vous savez pas... Bon, il faut voir ce que font les professionnels à l'œuvre aujourd'hui. Ça devrait leur donner un Passons petit peu sur l'incompétence. Non, bien sûr. Sur le reste, dans les cas récents de l'histoire,
moi je crois beaucoup à la thèse développée par Thomas Frank dans pourquoi les riches votent à gauche. Donc c'est une traduction française. Oui, non. Pourquoi les riches, pourquoi les pauvres votent à droite, et pourquoi les riches votent à gauche. Il a fait les deux livres. Mais c'est une traduction de l'anglais, donc c'est why rich people vote liberals, mais qui donc ce serait l'équivalent des socialistes. Et en fait, ce qui montre, c'est qu'au fond, depuis 40 ans, il y a quand même un affaiblissement de la puissance publique et un appauvrissement de la puissance publique qui fait que l'écart devient tellement gigantesque qu'à un moment, les types décrochent. Alors comme tu le disais, oui, ils sont pas de mauvaise foi, etc., mais les listings existent des membres de l'administration de Clinton et d'Obama qui ont changé du jour au lendemain pour aller dans le privé chez des employeurs qui les payent, c'est pas 20% de plus, c'est de l'ordre de 10, 15, 50 fois plus. Et effectivement, donc ça biaise. C'est le cas américain qui est différent du nôtre parce que le financement de la vie politique américaine fait que ce genre de choses est possible. À partir du moment où votre campagne a été soutenue par Goldman Sachs et Citibank, derrière, vous leur faites une politique qui ne leur est pas défavorable. Vous ne revenez pas sur la séparation spéculation dépôt comme vous y étiez engagé. Et derrière, on récompense les plus méritants. En Europe, c'est moins valable. Encore que sous Hollande, on a 4 ou 5 conseillers qui sont partis du jour au lendemain dans le privé et qui, là aussi, ont multiplié leurs émoluments par 10, 15, 20. Je les cite. Il y a Laurence Boone qui était parti chez AXA, Jean-Jacques Barberis qui était parti chez Amundi, qui lui aussi... Donc voilà, c'est des culbutes importantes. Et c'est un peu partout pareil. Et là où ça bloque véritablement la gauche, c'est qu'en plus, ces conseillers, ils vont souvent à des postes, parce qu'ils n'ont pas nécessairement une expertise technique, ils vont souvent à des postes d'affaires publiques et donc de régulation. C'est Neelie Kroes, l'ancienne commissaire européenne qui bosse désormais pour Uber, ou c'est Nick Clegg, qui était le 3e homme de la vie au Royaume-Uni et qui désormais est directeur des relations publiques Europe de Facebook. Ça pose des problèmes. Disons que du coup, c'est eux qui sont une entrave à la régulation. C'est quoi? C'est de la corruption? C'est l'argent roi? C'est pour bien comprendre l'incapacité à être dans une certaine forme d'incorruptibilité. Alors je fais toujours attention parce que c'est toujours compliqué le procès en chevalier blanc. Je pense que c'est un petit mix de corruption douce, soft. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à mal, mais c'est vrai que quand son salaire est multiplié par 20 dans des mégapoles qui deviennent violentes parce qu'elles sont très chères, il y a un petit côté humain. Par ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Pierre Scheller qui s'appelle L'exercice du pouvoir, et il y a une scène mythique où Michel Blanc, qui est directeur de cabinet de Bercy, dîne avec Didier Bezas, qui est directeur de cabinet du ministère des Transports, lequel lui annonce qu'il va chez Vinci. Et il lui dit ça, il lui dit, alors évidemment je vais multiplier. Donc Blanc lui dit, t'es un vendu, tu trahis tes idéaux pour un salaire avec un zéro de plus. L'autre lui dit, non, pas du tout. Alors oui, effectivement, c'est pas désagréable, j'ai 50 ans et je veux assurer l'éducation de mes enfants, et ça c'est un réflexe humain. Mais par ailleurs, je veux le pouvoir. Je veux voir ce que je vais faire. Et aujourd'hui, comme les puissances publiques s'effritent et qu'on est réduit à des arbitrages pas somptuaires, pas ronflants, aujourd'hui, le public a aussi une capacité de faire qui est étonnante. Dans mon livre... Le privé, pardon. C'est mon surmoi qui remonte à la surface. Dans mon livre, je reviens 4 ou 5 fois sur la figure de Bernard Arnault qui est très riche. Une riche figure. Riche figure qui a beaucoup volé avec un appui public dans les années 80 et la Mitterrandie. Mais c'est vrai que si on regarde justement depuis Mitterrand, il n'y a plus de grands travaux, il n'y a plus de grands musées. Le dernier grand musée, c'est le musée Chirac ou Quai Branly. Or, lui, il a fait grands travaux d'État. Voilà, et lui, en quelques mois, il fait sortir une fondation privée. Alors en réalité, sur fonds publics, parce qu'évidemment, on s'est prostitué pour lui donner le terrain, pour lui faire des abattements fiscaux pendant des années, etc., etc., etc. Tout ça sera coupé au montage. Bien sûr. Et derrière, il a même pas la largesse d'esprit des mécènes américains qui derrière, du coup, font un musée gratuit. Non, l'entrée à la fondation Vuitton, c'est 17 € et il y a la queue, et etc., etc. Donc bon. Alors, Arnaud, c'est une très bonne transition pour parler du populisme. Incarnation de l'élite. Le système. Du système. Ouais, le système. Parlons un peu du populisme. Tout à l'heure, Thierry posait la question sur le progressisme, dont tu fais la critique. Tu fais aussi la critique du populisme. Pourquoi, notamment sur la question de l'essentialisation, tu cites à un moment François Ruffin qui met, on va dire, tous les banquiers dans le même sac en disant attention. On ne met pas une banque traditionnelle dans le même camp que des gens de la Nef ou du Crédit Coopératif qui essaient à leur manière dans leur secteur de peut-être changer les choses, en tout cas développer les choses autrement. Pourquoi l'essentialisation mène toujours au pire? C'est ce que tu écris. Alors,
Juste un préambule sur le populisme, parce que évidemment tout le monde a compris que c'était un mot valise dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Moi je m'appuie beaucoup sur un livre de Yann Werner Müller qui s'appelle Qu'est-ce que le populisme ? C'est un petit folio à 6-7 euros, je le recommande à tous les auditeurs parce que c'est vraiment très bien pour tout comprendre. Il y a plusieurs formes de populisme, mais aujourd'hui ce qui est assez marrant, c'est qu'une certaine presse critique des décisions programmatiques comme étant populistes. Moi, je ne fais jamais ça. C'est-à-dire le rétablissement de l'ISF, c'est pas du populisme. L'encadrement des loyers, c'est pas du populisme. Moi, je suis pas sur la notion programmatique, je suis plutôt sur la notion de rapport au pouvoir. Ouais. Le mépris des corps intermédiaires, le mépris de la justice, le mépris des médias, le mépris des syndicats, de tous les corps intermédiaires, en estimant qu'au fond, nous, on est le peuple, donc on a une légitimité, on peut se permettre... Et de ce point de vue-là, la première essentialisation, elle est là. C'est-à-dire qu'on le voit dans l'actualité, nous, on est le peuple, donc vous, en face, les banquiers... allez vous faire voir. Ça me paraît un raccourci toujours un peu dangereux parce qu'on est toujours le banquier de quelqu'un, on est toujours le système de quelqu'un. Et cette logique qui, au fond, ne revient plus sur des décisions mais renvoie les coupables par grand corps, ça me paraît toujours relativement effrayant. Pas que j'ai peur à titre personnel, mais c'est juste que la critique des médias, ça me paraît pas très constructif, même si moi-même, je suis un consommateur extrêmement critique des médias que je lis, mais j'essaye de savoir pourquoi, et puis je les mets pas tous dans le même sac. Et je mets certainement pas, surtout, parce que ça c'est très important dans l'état actuel, je mets certainement pas des éditorialistes qui donnent leur point de vue sans sortir, et puis ceux qui font de l'investigation, et puis les journalistes de terrain qui vont juste prendre l'avis des passants. Ouais, il m'arrive de faire des éditos sans sortir. Les lecteurs s'en sont rendus compte. Et d'essentialiser. L'inessentialisable. Non, on parle, bon, tu l'as beaucoup teasé en début de conversation, et évidemment, on est dans un moment gilet jaune. Tu as terminé d'écrire ton livre en novembre 2018, au moment où les gilets jaunes commençaient à affleurer dans l'espace public, et ils viennent de fêter les 3 mois de ce mouvement. L'acte 14. On les compte plus. On en sera à l'acte 15 au moment de ce podcast. Non, mais c'est intéressant quand on parle d'essentialisation, justement. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à gauche à précisément essentialiser ses propres fantasmes, que ce soit le colonisé, le minoritaire, le LGBT, le peuple, le palestinien, je fais à dessein cette addition qui est inadditionnable pour montrer que souvent à gauche peut-être on a une grande tendance à magnifier des figures et qui se retrouvent là aujourd'hui dans le gilet jaune, qui serait paré de tous les atours pour une certaine gauche, pour cette gauche populiste. J'aurais pas mieux dit. Très bien. Non, mais si, ce serait... non, mais j'aurais pas mieux dit. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est qu'au fond, on voit bien dans la révolte des Gilets jaunes que c'est un mouvement très complexe, très composite. Moi, ce que je vois, c'est que la plupart de leurs revendications sont sociales et légitimes et entendables. Mais quand je fais une critique du populisme, ce mouvement en est un dans la définition que je donne. C'est-à-dire qu'il renvoie dos à dos tous les acteurs. Et il refuse la notion de représentativité. Je ne dis pas que nos institutions actuelles sont l'alpha et l'oméga de ce que doit être la démocratie. Je pense que nos institutions sont foireuses. Sinon, les députés LREM n'auraient pas voté un texte aussi scandaleux que le maintien du glyphosate. Mais donc ça, c'est la logique partisane qui fait que vous poussez le bouton quand votre chef de parti vous le demande. Donc bien sûr, on a des institutions qui sont foireuses. Pour autant, leur rapport à la chefferie et à la capacité à se mettre d'accord et à faire émerger un consensus, elle est problématique. Moi, j'ai été autant choqué ce week-end par les insultes qu'a reçues Alain Finkielkraut que Ingrid Levavasseur, qui était une... Alors, je ne sais pas bien ce que veut dire une des figures, mais en gros, c'était une désincarnation, du mouvement, qui avait essayé de monter une liste. Et puis là, quand elle est prise à partie, on lui dit enlève ton gilet jaune, sale juive, on lui fait des doigts d'honneur, on la traite de salope, on la bouscule, et on lui dit que t'es une collabo. Bon, enfin voilà, encore une fois, ça rappelle des choses qui sont politiquement pas entendables et qui font entendre que si jamais ce mouvement devait prospérer, ce serait forcément avec un leader qui du coup se serait imposé par la force, par l'audience et par des méthodes qui sont évidemment pas de gauche. C'est ça qui s'est passé en Italie avec le Vaffanculo Day qui a donné naissance au mouvement 5 étoiles. À la base, la journée va te faire enculer. On peut bien comprendre que c'est pas un mouvement très progressisme pour tous. Vous voyez ? Il y a un autre point important dans ce livre, c'est sur l'écologie, qui n'est pas un impensé du livre, au contraire.
Tu cites cette fameuse phrase de John Fitzgerald Kennedy, reprise par Macron, citée à longueur de livres d'histoire, d'introduction, de débats par des journalistes, très souvent sortis de son contexte, et tu le remets le contexte, et je pense que c'est important. La phrase en question, c'est « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Donc prononcée par l'ancien président américain. Et tu dis c'est une phrase du monde d'avant, pour une raison très simple, 2 points, l'écologie, c'est-à-dire alors, si je redonne tout le contexte, en fait, quand Kennedy prononce cette phrase, aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est repris par les libéraux comme si c'était l'alpha et l'oméga, mais en fait, Kennedy, quand il prononce cette phrase, il a peur. Il a peur de perdre la guerre froide, il a peur que les États-Unis l'emportent. Et comme le disait justement Alain Badiou, que là, pour le coup, je ne cite pas, quand il y avait l'URSS, le capital se tenait à carreau. Voilà. Ouais. Donc, en fait, il y avait une question de rapport de force. Depuis que l'URSS n'est plus là, les mecs sont complètement débridés. Et aujourd'hui, effectivement, on voit bien que le libre-échange sans entrave, c'est une catastrophe écologique absolument folle, notamment sur des questions qui sont régulièrement traitées à Ouzbek. Le fait que, je prends un exemple dans le livre, qui est que chaque année, des milliers de tonnes de pommes de terre allemandes vont au Royaume-Uni pendant que les autres font le chemin en sens inverse. Ouais. Je veux dire, ça défie la logique, ça défie la rationalité, ça défie le bon sens. C'est un scandale écologique. Le seul truc qui peut s'entendre, c'est une question de cotation boursière. Or, la planète s'en fout. Donc, pour reprendre le truc sur le monde d'avant, bah oui, parce que on nous renvoie à des décisions individuelles sur des enjeux qui sont collectifs, même si chacun, enfin moi je fais ce que je peux, je rassure tout le monde, je recycle mes déchets, j'achète beaucoup moins de fringues, je mange moins de viande, je ne me déplace beaucoup moins en avion, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment qu'il y ait un impact systémique, et il y a eu énormément d'enquêtes qui le montrent, il faut quand même qu'il y ait des incitations qui viennent d'en haut, qui nous y aident. Il faut subventionner le bio et arrêter de donner des allégements fiscaux aux trucs anachroniques du genre la ferme des 1000 vaches, etc. etc. Donc évidemment, il faut que les décisions partent d'en haut. Nous, on peut montrer ce qui se passe pour faire peur aux dirigeants et pour leur dire, mais vous voyez, là, il y a une voie à suivre. Aujourd'hui, les citoyens, ils sont prêts à, je sais pas moi, à acheter en vrac, à acheter bio, à voyager plus sain. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire et ne pas s'en foutre, évidemment, mais ça suffira pas, ça n'ira pas assez vite. Mais sur l'écologie, est-ce que, pour aller dans le sens du livre, qui est quand même une critique de la notion d'individu et d'individualisme et un appel à retrouver du collectif, l'écologie, est-ce que c'est justement le levier qui peut assurer l'avenir de la gauche? Et là, est-ce que tu rejoins un peu le constat fait par Raphaël Glucksmann dans son dernier livre, qui dit pas besoin d'aller chercher sur la Lune quelque chose qui est là devant nous et qui nous... à nos pieds et qu'il suffit d'investir pour la gauche, c'est-à-dire le champ écologique. Alors, Raphaël Glucksmann, je le cite parce que j'ai lu son livre, parce que ça fait partie de mon boulot de lire ce qui se passe comme production intellectuelle dans mon champ, mais c'est vrai que en fait, beaucoup de gens l'ont dit avant lui. Oui, bien sûr. René Humont dans les années 70, et ce soir, en même temps que le Rassemblement contre l'antisémitisme, Jean Jouzel, notre grand climatologue, et Pierre Larouturou, économiste, lance une banque du climat. Donc oui, effectivement, il y a une espèce de bon sens. Glucksmann, il dit prendre l'écologie au tragique, et je trouve que sa formule est géniale, mais là où il s'arrête, à mon avis, à mi-chemin, parce qu'il a un impensé libre-échangiste qui reste important chez lui, c'est qu'il ne veut pas faire de contraintes. Or, si on veut que l'écologie se développe, il faut de la contrainte. Il faut développer les circuits courts, il faut obliger les cantines, tout ce que la puissance publique a, les cantines bio. Oui. Tu cites le cas de Grenoble, mais surtout Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui est déjà à 50% de bio et qui veut... Mais Moinsartou, ils sont à 100%. C'est une commune qui a plus de 10 000 habitants. Ils sont à 100% et ils ont même financé. C'est-à-dire que c'est le seul agriculteur fonctionnaire de France. C'est des micro-modèles, mais ils fonctionnent partout et il n'y a pas besoin d'attendre un grand soir. Parce que je cite le cas de Tu veux nationaliser les terres ? Non, réquisitionner. C'est pas une question. Je prends la balle au bon, mais est-ce que ce serait un peu sale ? Est-ce que ce serait une sorte de prise en étau entre d'un côté les bonnes initiatives individuelles et de l'autre un État stratège qui renationaliserait pour, disons, organiser la solidarité ? Alors, je ne pense pas que cette décision me choque. Je comprends. Je suis plutôt pour une nationalisation en attendant de savoir ce qu'on va en faire des terres agricoles, plutôt que de les céder au groupe Auchan pour créer Europa City avec un centre commercial dont personne n'a besoin. À part les gens de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise, mais c'est un autre débat. Non, parce que ça détruit de l'emploi plutôt que d'en créer, donc c'est un faux débat. Et voilà, c'est le genre
de précipitations court-termistes sur lesquelles la gauche s'est précipitée, Disneyland, Ouais. voilà, donc on a défoncé. Au nom de l'emploi, au nom de la création d'activités, souvent. Le plus Ouais, souvent. mais en fait, ce sont un peu les emplois de merde, et deux, ça crée des tonnes d'emplois à côté. Un des meilleurs livres que je connaisse sur la question, qui pour moi est indépassable, c'est le livre d'Olivier Rasmont, Comment la France a tué ses villes, qui montre bien qu'au fond, tous ces centres commerciaux, déjà, ils poussent tout le monde à y aller en bagnole, et surtout, ils ont défoncé les centres-villes des villes moyennes. Donc, ce qui devrait être le petit livre rouge des Gilets jaunes, c'est Olivier Rasmont. Et donc là, après, Juste après, la gauche est immortelle. Non, mais tu vois, c'est vraiment important parce que, au fond, par exemple, le maire de Saint-Étienne que j'avais rencontré il y a pas longtemps, je crois qu'il s'appelle Gaël Châtelain, donc il est LR, donc lui il n'est pas susceptible de gauche, mais son centre-ville, en ce moment, il est plutôt abandonné. C'est une ville qui va pas si bien, surtout quand elle souffre de la comparaison avec son voisin lyonnais. Et la priorité pour 2019, c'est créer 2 centres commerciaux en périphérie. Donc voilà, enfin ça, c'est le genre de truc qui devrait être interdit. On devait créer des moratoires pour empêcher ces scandales écologiques. Et donc oui, de ce point de vue-là, moi, une nationalisation des terres, ça me choque pas. Ça peut être une régionalisation des terres, si tu veux. Vincent, ton livre est globalement pessimiste, mais termine par une note d'espoir. Est-ce que c'est parce qu'il faut une note d'espoir quand on termine un livre, ou est-ce que c'est parce que tu y crois à cette remontada de la gauche ? Je voudrais rafraîchir la mémoire de mon camarade Thierry Keller. Le 18 janvier 2017 s'est tenu un tribunal pour les générations futures au MK2 Bibliothèque. À l'époque, on en faisait souvent. C'était « Faut-il ressusciter le clivage droite-gauche ?» Et je t'ai littéralement botté le cul en rappelant, avec l'assentiment du peuple, qu'il fallait évidemment un retour de la gauche, parce qu'au fond, on a ça en nous, et ça, je le crois profondément. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer le fait... C'est bas. Bien sûr, mais il fallait pas perdre. En présence de Benjamin Griveaux et Benjamin Alexis Griveaux, Corbière, d'ailleurs, et Alexis Aurore Corbière, Berger. Aurore Berger, donc Ouais, preuve que très beau Ouzbek casting. est vraiment un journal Qui explore le précurseur. futur. Et qui explore le futur. Au fond, ce que disait le public ce jour-là, c'est oui, nous, on veut y croire. Et on veut la gauche du XXIe siècle, on veut des protections sociales nouvelles, on veut des protections écologiques pour tous, et on veut y croire. Ce qu'il faut, mon livre est pas pessimiste, il est réaliste, il déteint un état du monde aujourd'hui qui est pas favorable à la gauche et des coups sur la gueule que se sont pris les militants de gauche. Mais bien sûr. Et donc, comme je sais que tout est enregistré et que rien ne s'oublie sur Internet, je vais pas dire en février 2019 que la gauche a toutes ses chances de gagner l'Élysée 2022. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire de la remontada par le bas, parce que par le bas, on peut réinsuffler de l'espoir aux gens dans les villes que je cite à la fin du livre, que ce soit en question de transport, d'énergie, d'alimentation, de citoyenneté, de culture. Il se passe des choses qui montrent que concrètement ce que c'est qu'un idéal de gauche, et j'ose espérer que ça repartira par le bas. C'est pas un messie qui nous sauvera. Il y a une très belle phrase de Naomi Klein dans son livre sur Dire non ne suffit pas, où elle dit « Ni Marc ni Oprah ne nous sauveront ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sauveur suprême pour la gauche. Ni Naomi Klein, si je peux me permettre. En référence à Oprah Winfrey et Mark Zuckerberg. Exactement, oui. Et en disant, voilà, au fond, il est peu probable, quand bien même il serait plus sympathique, plus jeune et geek pour l'un, et plus populaire, noir, femme, avec tout ce qu'on peut imaginer de l'autre côté. C'est pas des milliardaires qui vont nous sauver parce qu'ils ont plus d'audience. La politique, c'est un sujet collectif, et donc il nous faut un collectif. Et Naomi Klein, en l'occurrence, elle a l'élégance de s'écarter elle-même de la liste des prétendants. Donc voilà, je pense qu'il faut recommencer par le bas. On a des municipales l'an prochain qui sont évidemment un échelon infiniment plus pratique pour la gauche que se mobiliser que les européennes. Parce que les européennes, voilà, tu es un jeune militant de gauche aujourd'hui, tu écoutes ce podcast, tu te dis « moi je suis de gauche », une taxe contre les GAFA, c'est sûr qu'évidemment c'est pas avec 3 militants à Brest, à Montluçon et à Quimper que ça va repartir. En revanche, pour les municipales, là voilà, si on a déjà des idées de comment recréer, je sais pas moi, un tiers-lieu, un festival, se mobiliser pour sauver notre maternité, etc., etc. Là, c'est concret, et ça donne à voir une espérance qui est tangible. C'est pour ça que je dis par le bas. Tu parles aussi de mobilisation donc sur le terrain, par le bas, et tu prends l'exemple d'Act Up, qui est quand même d'une autre génération. On est à la fin des années 80, début des années 90. En quoi le modèle Act Up est le bon, d'après toi ? Pourquoi avoir pris cet exemple-là ? Alors, je cite une interview de celui qui était président d'Act Up à l'époque de leurs actions les plus spectaculaires et qui sont retracées dans le film 120 battements par minute, dont il est d'ailleurs scénariste du film, Philippe Mongeau. Il dit, au fond, on était comparé aux indigènes de la République. Alors, je rassure tout le monde, il ne s'aligne pas sur la position. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y avait une tentative
d'un certain nombre d'éditorialistes d'ostraciser ACT UP en disant ce sont des parias, leurs méthodes sont déplorables, rendez-vous compte, ils ont menotté un ministre, ils jettent des poches de faux sang, etc. En réalité, ils n'ont jamais tué personne et ils ont réussi à faire accélérer la recherche. Au fond, ils sont tout à fait dans une logique qu'aurait beaucoup plu à Thoreau, le père de la désobéissance civile. Ouais. C'est qu'à un moment, ils disent quand vous êtes sûr que c'est juste, il faut vous mobiliser. C'est ce qui s'est passé à Sivins, c'est ce qui se passe à Bure, c'est ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. C'est ce qu'on voit avec le mouvement Extinction Rebellion aussi. Exactement, qui arrive en France. Donc, au fond, c'est de la désobéissance civile. Non violente. Non violente, il n'y a jamais de morts qui sont liées à ça, et de façon beaucoup plus simple, douce et facile pour tous ceux qui ne se sentent pas le cran, la possibilité, l'envie d'être ce genre de militant. Il y a être enfin vraiment au clair et cohérent avec nos logiques de boycott. On ne peut pas dire toute la journée il y en a marre de l'évasion fiscale et le matin aller chercher un café chez Starbucks. Déjà, c'est plus cher qu'ailleurs. Ensuite, c'est tout aussi dégueulasse. Et ensuite, ça favorise l'évasion fiscale et il y a du dumping social pour les gens qui y travaillent. Pareil pour Uber, etc. etc. Il y a un moment où il faut un peu se renseigner. La consommation, ça ne suffit pas à faire de vous un citoyen de gauche, mais on ne peut pas dire « je suis de gauche, j'emploie des gens en les traitant mal, je vais chez des marques qui ne sont pas éthiques, etc., etc. » Il y a une contradiction, il y a une dissonance cognitive qui doit être trop forte et je pense qu'au fond, les gens qui font ça sont malheureux. Cohérence entre les discours et les actes, créativité sur le terrain. Ça sera le mot de la fin. Merci Vincent pour cet échange. Merci Blaise. Plein de vie, plein d'enthousiasme et quand même plein d'espoir pour le futur de la gauche et aussi pour le futur tout court. Merci aussi à Thierry et merci à Roman, toujours irréprochable derrière sa console. Continuez à nous écouter, à nous lire, à réagir et surtout à bientôt pour continuer à explorer le futur ensemble.